Bien, bonjour à toutes et à tous. En cette semaine des personnes handicapées du Québec, qui fête cette année son 25e anniversaire, je suis vraiment particulièrement heureuse de vous accueillir à ce webinaire portant sur le recrutement inclusif des personnes en situation de handicap. Alors, je m'appelle, Pascale Chanoux et je coordonne le comité consultatif, personnes handicapées, CCPH. Donc le CCPH, c'est un forum, multipartenarial, qui joue un rôle, aviseur auprès du gouvernement du Québec en matière, d'emploi des personnes, handicapées. Et vous l'avez compris, c'est moi donc qui serai votre, modératrice pour, cette activité. Alors bien sûr, je voudrais souhaiter aussi la bienvenue à mes 3 conférencières invitées. Donc merci à nouveau mesdames, d'être, présentes parmi nous, aujourd'hui là, dans cette, semaine importante pour les personnes en situation de handicap. Hem, Avant de commencer, je vais vous expliquer un peu comment le webinaire va se dérouler. C'est simple, vous l'avez vu dans l'invitation. Donc, je vais, prendre une quinzaine de minutes, pour, converser avec chacune de mes invitées. Et puis, ces interventions seront, suivies par une période de questions, d'un quart d'heure aussi, à peu près. Alors, avant qu'on démarre, je vous rappelle quelques éléments qui sont importants. Tel qu'indiqué aussi dans l'invitation, le webinaire va être enregistré, pour, rediffusion, mais, il n'y a pas d'enjeu, pour vous, les micros et les caméras, vont être fermés tout au long de l'activité. Vous voyez, nous avons une interprète LSQ. Rebonjour Marie-Jacques et merci, donc qui va nous accompagner, tout au long de l'activité. Et enfin, pour la période de questions, nous vous proposons de fonctionner avec, la fenêtre, donc Q&A que vous avez, sur votre écran. Vous pouvez commencer à faire vos commentaires, à poser vos questions là pendant les interventions de mes invités et puis, ensuite, ça me fera un grand plaisir de les examiner avec elles. S'il y a aussi un problème, technique, on va essayer de croiser les doigts. Vous pouvez aussi, nous le signaler. Là, on a une personne qui assure un support technique dans le Q&A. Bon. Alors, je vous propose, qu'on commence. Donc, ma première invitée est, Nadine Lecomte. Bonjour Nadine. Bonjour Pascal, bonjour tout le Oui. monde. Donc, si tu permets Nadine, je vais prendre, 2 minutes, hein, pour te présenter, rapidement, on va dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va faire ça synthétique. Donc, après avoir travaillé à Hydro-Québec à titre de chef acquisition de talent, puis, à Garde Award pendant 8 ans comme vice-présidente de gestion de talent, Nadine Lecomte a rejoint en avril 2019 la filière canadienne de PNB Paribas, fournisseur mondial de solutions financières, en tant que manager gestion de talent. Elle a participé à des activités de fusion et acquisition, à la transformation des organisations par la création d'équipes, à la mise en œuvre de nouveaux programmes RH et à la culture de la diversité et de l'inclusion. Elle possède une maîtrise en sciences de gestion, un baccalauréat en ressources humaines et a complété ses études exécutives en leadership RH et développement organisationnel. Donc Nadine, peut-être une première question d'introduction. Il y a combien de travailleurs et travailleuses en situation de handicap, je ne sais pas, chez PNB Paribas plus Canada peut-être? Et puis, est-ce que vous avez l'information sur un peu les types de handicap, qu'ils ont? Juste pour nous mettre en bouche en quelque sorte là.
Oui, bien sûr. Donc, merci déjà beaucoup Pascal, de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un sujet qui nous tient à cœur et qui me tient à cœur. Et puis peut-être simplement dire à Marie-Jacques, si jamais je parle trop vite, comme la plupart des Français, surtout, faut me le dire, que vous ayez le temps de signer ce que je dis. Donc, chez BNP, en fait, il y a environ 1000 employés hein, au Canada, pour vous situer un petit peu peut-être le volume. Et on a aujourd'hui 2,3% de nos employés qui se sont déclarés en situation de handicap. On était, il y a moins d'un an, à 0,4%. Donc, je vais pouvoir expliquer un petit peu aussi ce qu'on a fait pour pouvoir améliorer notre culture d'organisation et notamment en recrutement. D'accord. La plupart, en fait, même si on ne demande pas les types de handicap, on pense que la plupart de nos employés sont quand même plus sur des handicaps invisibles, hein, ça peut être aussi des troubles au niveau du dos, par exemple, parce qu'on est quand même beaucoup sur des métiers cléricaux, et également donc des troubles de santé mentale euh, qui seraient davantage dans notre environnement de travail. D'accord, parfait. Justement, tu me disais que ça fait 10 ans, hein, que vous avez commencé à réfléchir, cette question des pratiques de recrutement plus inclusif, même si toi, tu es plus récemment à PNB Paribas, Canada. Qu'est-ce qui vous a motivé à justement, travailler, d'une façon très concrète, sur, ces processus de recrutement, pour les personnes en situation de handicap, Nadine? Alors, il y a le contexte de la main-d'œuvre, hein, déjà, qui est assez pénurique dans tous les domaines. Donc, BNP Paribas aussi a voulu se documenter, ou en tout cas avoir une meilleure connaissance des différents types de bassins de main-d'œuvre qui existaient. Mais il y a surtout une grande ambition dans l'organisation d'intégrer en fait une culture d'inclusion pour les personnes en situation d'handicap. Pourquoi? Parce qu'en effet, en termes d'innovation, en termes de partage, la culture de l'organisation est beaucoup plus riche avec cette intégration-là de personnes en situation de handicap. Donc vraiment sortir de l'esprit, on recrute toujours le même profil et on se crée en fait des biais en recrutant toujours le même profil et aller chercher des profils qui sont très complémentaires et qui vont pouvoir donc apporter la pierre à l'édifice et aussi donc contribuer à la croissance de l'organisation. Hein. BNP est toujours en croissance. Donc ça fait un petit moment en effet que c'est pensé. Il y a eu des choses de mise en place alors plus en termes d'organisation, hein, un conseil diversité et inclusion, on a un comité de supporters des personnes en situation de handicap. Donc, on a travaillé la culture de l'organisation aussi en même temps que les stratégies d'attraction de talent. Et puis pour donner quelques exemples, en effet, de cette ambition-là, de sortir, ben, on a vraiment travaillé à tous les niveaux, que ce soit la formation, mais aussi nos programmes que je pourrais partager avec vous un petit peu plus tard auprès des étudiants, etc., etc. Donc on a vraiment essayé de penser à plusieurs façons en tout cas de pouvoir communiquer et qu'on puisse communiquer avec nous également. C'est une stratégie long terme, c'est vraiment une stratégie long terme. D'accord. Il y a certaines personnes qui disent ne pas savoir, d'une façon, de bonne foi là, comment rejoindre des candidates et des candidats en situation de handicap. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pour, justement, en termes d'attraction, Nadine, là? Alors, on a fait plusieurs étapes, hein. Je crois que c'est vraiment par étapes aussi. Encore une fois, c'est une stratégie qui n'est pas une stratégie court terme immédiate. Il faut penser à sa stratégie de recrutement, pas juste pour demain, mais aussi pour plus tard. Il faut bâtir, hein, donc bâtir des relations avec les associations, hein, comme le ROSEF avec qui on travaille, pour justement accompagner les entreprises, mais aussi accompagner les candidats tout au long du processus. On a travaillé à plusieurs niveaux. Alors vraiment, tout en amont, on a travaillé sur nos descriptions de poste.
les rendre plus inclusives, les rendre plus neutres, avoir une possibilité en fait pour les personnes en situation de handicap de nous contacter par différents biais et pas juste par une automatisation de nos processus de recrutement. Regarder aussi dans nos descriptions de poste les termes qu'on utilise. Alors, on n'est pas dans le cadre de personnes qui soulevont des charges lourdes, mais juste ça, c'est déjà plus inclusif. Donc, vraiment aller dans ce détail-là au niveau de nos descriptions de poste. On a également mis en place, en fait, dès le départ, au niveau de nos entrevues de présélection, des questions pour les employés ou pour les candidats où justement on leur demande est-ce qu'ils ont besoin d'accommodation et ce tout au long du processus, donc jusqu'à l'entrevue avec le gestionnaire, adapter nos méthodes d'entrevue. Alors là, la Covid nous a aidés parce que on n'est plus obligé d'avoir des personnes en face à face, donc un déplacement aussi peut-être physique de la personne à nos bureaux pour les entrevues. Et en effet, on a créé également au niveau des étudiants un programme de bourse qui est complètement dédié en fait aux personnes en situation de handicap. Ça fait déjà 2 ans qu'on l'a mis en place dans la plupart des universités à Montréal. Ce programme de bourse, on l'a monté pour vous donner une idée de l'inclusivité. C'est pas basé sur les notes, c'est basé sur l'approche de support, de collaboration, d'entraide lors d'un jeu qu'on a créé et qui permet de pouvoir justement voir les valeurs de ces candidats et pas les notes exclusivement et de rendre ce jeu-là plus inclusif. Donc, on a vraiment travaillé à différents niveaux au niveau de l'attractivité et on a communiqué, c'est-à-dire que ce qu'on fait à l'interne, on le communique à l'externe pour que, en effet, les candidats aient une bonne vision de ce qu'on fait. Mais c'est vraiment des étapes, encore une fois, et tout ça, ça serait pas possible non plus sans partenariat. Donc vraiment, j'insiste là-dessus que les partenariats avec les associations de support aux employeurs et support aux candidats sont pour nous très importants. On n'aurait pas pu le faire sans eux. L'accompagnement justement, L'accompagnement, exactement. on va en reparler aussi, plus tard. Hem, Est-ce que tu pourrais me donner d'autres exemples concrets de pratiques inclusives en matière de recrutement? Bien sûr, beaucoup de milieux de travail se posent la question aussi sur les accommodements, tu sais, où ça commence, où ça finit, est-ce qu'il y a du travail à faire auprès aussi des gestionnaires? Donc peut-être, développer davantage, Nadine, ces éléments-là. Ouais, tout à fait, tu as raison Pascal, il y a dans la culture de l'organisation, il y a tout l'aspect en effet gestionnaire. Là encore, ce qu'on a fait, on n'a pas juste formé des gestionnaires, on a formé aussi les recruteurs. On a formé l'ensemble de la direction. On a développé une formation spécifique aux gestionnaires pour justement pouvoir mieux aborder la question de handicap en amont, hein, les différents types de handicap. On a un milieu culturel très très diversifié à BNP, hein, 75 nationalités différentes sur le Canada. Donc ça veut dire qu'on n'est pas non plus tous au même niveau en termes de connaissance des différents types de handicap et comment on doit l'aborder. Donc, on avait des gestionnaires qui étaient très ouverts, en fait, hein, à la question, mais qui n'avaient juste pas les connaissances nécessaires. On a également formé nos gestionnaires sur comment lire un CV hein, d'une personne en situation de handicap, qui est peut-être pas la même. Alors, ça touche aussi d'autres catégories, on en parlera tout à l'heure, Mmh. mais la lecture d'un CV qui peut avoir des trous, par exemple, hein, dans le parcours professionnel. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, de se dire bah, ne pas recruter toujours les mêmes profils, hein, c'est ce qui fait la richesse de l'organisation. Lors de l'entrevue aussi, quelles questions on peut aborder, comment on peut l'aborder, comment on accommode. Et puis, on ne parlera pas d'intégration ici, mais bon, les étapes suivantes. Donc, ces Mmh. formations-là, on les a développées, encore une fois, en collaboration avec le ROSEF, qu'on remercie beaucoup. On les a enregistrées aussi. On a eu vraiment un beau succès de la part de nos gestionnaires, mais ça leur a permis aux gestionnaires de vraiment enlever des biais, des doutes, et leur donner des outils en fait hein, pour qu'ils puissent aborder le recrutement d'une façon plus sereine.
au Mhm. niveau des personnes en situation de handicap. Donc vraiment, vraiment intéressant il faut le faire à l'interne aussi bien qu'à l'externe parce que sinon on ne se donne pas les moyens, du succès de pouvoir, hem, recruter des personnes en situation de handicap. D'accord. Est-ce que je reviens sur la question des accommodements, Nadine, en lien avec le Ouais. processus de recrutement? Est-ce que ça constitue un défi particulier, cette question des accommodements? À quel moment? Quelles étapes du recrutement? Alors pour BNP, là je vais parler pour BNP qui avons des postes plus cléricaux, sincèrement l'accommodement est jamais impossible. Pour nous, ça a toujours été, simple d'accommoder. On n'a pas eu, beaucoup de demandes d'accommodement depuis notamment, comme je disais tout à l'heure, avec, la situation de la pandémie, où je pense qu'on aurait eu plus d'accommodements, demandés peut-être en face à face, hein, je le sais pas, Mmh. mais, pour l'instant, en tout cas, pour nous, c'est plus, notre travail aujourd'hui est plus en effet de pouvoir, établir un climat de confiance avec les candidats pour que les candidats puissent, nous partager leurs demandes, d'accommodation et qu'ils ne pensent pas que ça va les desservir. Et ça, c'est un peu le message d'aujourd'hui. S'il y a des candidats Mmh. qui nous écoutent, c'est vraiment de se dire: «Ça ne dessert pas». Au contraire, ça nous permet, nous, de pouvoir, tout au long du processus de recrutement comme personne de ressources humaines, de d'accompagner au même titre une association vous accompagne dans les premières étapes. Nous, comme employeur, on vous accompagne dans les étapes de recrutement et on peut mieux répondre à vos besoins. Donc vraiment notre objectif, chez BNP, c'est de faire en sorte de vraiment, partager cette information-là le plus possible parce que plus on le saura et puis mieux ce sera. Alors sans aller dans les détails, c'est une information très confidentielle qui regarde des candidats, mais qu'au moins on puisse savoir comment accommoder. D'accord, parfait. Et peut-être une dernière question pour ton intervention. Est-ce que tu as l'impression que ce que vous avez mis en place comme pratique inclusive, Nadine, pour les personnes en situation de handicap, ça peut être utile aussi pour d'autres groupes qui sont comme sous-représentés aussi? Absolument, oui, tout à fait Pascal. Alors, hem, on se donne des exemples, les descriptions de postes les plus neutres possibles servent à toutes les catégories en effet, de personnes sous-représentées, dans les organisations et sur le marché du travail aussi qui ne trouvent pas de travail. On a, par exemple, commencé aussi à mettre en place, des entrevues sans caméra pour justement enlever les biais. De notre côté, alors, c'est un choix qu'on a fait, mais ça, c'est valable en effet, pour l'inclusion de toutes les catégories de candidats, en recherche d'emploi, absolument. D'accord. Peut-être une question complémentaire par rapport à ton intervention. Quand tu dis une description de poste neutre, plus neutre, peux-tu nous donner un exemple très concret? Qu'est-ce que tu entends par neutre dans ce cas-là? Bah, la façon dont on choisit ses mots, hein, dans une description de poste, si on met, par exemple, 15 années d'expérience, non interrompue, déjà là, on s'enlève un bassin, de Ouais, candidats, potentiels. Quand si j'étais dans le milieu, en effet, manufacturier et que, je devais mettre une description de poste qui serait, par exemple, doit soulever des charges lourdes, il y a peut-être un moyen de trouver justement des accommodements pour que ces charges soient soulevées, différemment que par des bras, je dirais musclés. Donc ouais. il y a énormément de façons de regarder une description de poste et de se dire: «Est-ce que ma description de poste, elle est inclusive?» Inclusive pour les personnes en situation de handicap et encore une fois, pour toutes les autres catégories. Et ça, c'est une étape, assez, simple à franchir quand on se questionne et quand, on a une meilleure connaissance encore une fois des accommodements qui sont nécessaires et de tout ce processus grâce, aussi aux associations avec lesquelles on travaille. D'accord, merci. On retiendra la question évidemment de l'accompagnement. Moi, je pense qu'elle est effectivement, une condition de réussite. Merci beaucoup, Nadine. Merci Pascal. Je suis maintenant contente de poursuivre avec, Issarina Ferilien. Donc, rebonjour Issarina. Bonjour. Donc, je vais aussi prendre 2 minutes pour te présenter, si tu le permets.
Donc, après avoir passé 8 ans dans le milieu communautaire, ainsi que dans les domaines de l'éducation, de l'animation et de l'intervention, Hisarina Ferelien est depuis 3 ans conseillère en emploi au programme de préemployabilité Le Pont de l'organisme Vie Autonome Montréal. Ayant eu un parcours atypique, elle souhaite apporter sa pierre à la construction d'un monde accessible universellement et contribuer à l'avancement d'une société inclusive. Engagée professionnellement auprès d'une clientèle immigrante en situation de handicap éloignée du marché du travail, elle est motivée plus généralement par la promotion de l'autonomie, des droits et de la pleine participation sociale des personnes et cumule de nombreuses implications sociales dans ce sens. Donc, Hisser, merci encore. Donc, tu m'avais parlé de beaucoup de démarches que tu avais faites, pour trouver des stages, pour trouver des emplois d'été étudiants, des emplois proprement dits et cetera. Donc tu as vécu beaucoup de processus de recrutement. Avais-tu des besoins particuliers en lien avec, ces processus de recrutement? Euh, Merci de l'invitation, premièrement. Vous m'entendez bien? Très bien, OK, merci. d'accord. Oui, en effet, dans le niveau communautaire, j'ai beaucoup travaillé dans le milieu communautaire et généralement, je postulais, j'envoyais mon CV comme tout le monde et mon objectif était de décrocher des entrevues. En effet, j'ai pas eu vraiment, de présélection, il y a pas de passation d'examen dans le milieu communautaire. C'est Mmh. plus des présélections par un appel téléphonique, mais cependant, j'ai eu des entrevues de groupe sans bénéficier d'accommodement. Éventuellement, le défi était lorsqu'on me convoquait pour l'entrevue. C'était vraiment le facteur qui jouait pour moi, c'était le facteur de risques socio-environnementaux. Ça veut dire comment m'y rendre, la facilité, l'espace, l'aménagement de l'espace public. Oui, Alors, c'était un défi pour moi. Alors, lorsque l'employeur me contactait, mon objectif, c'était d'obtenir l'entrevue, d'y m'y rendre et réaliser mon entrevue. Alors, je commençais à découvrir l'investigatrice en moi, ça veut dire l'aspect des lieux, plus spécifiquement, l'accessibilité me préoccupait. Alors, bien sûr. je m'attais à, par l'entremise de mes contacts, la recherche sur Internet et j'allais même à faire cliente mystère pour essayer de trouver les réponses à mes inquiétudes. D'accord. Alors, quand mon objectif était atteint, je pouvais me rendre dans mon entrevue sans obstacle. L'information qui me restait, c'était de choisir quelle aide technique j'allais utiliser, soit mon fauteuil roulant, soit mes béquilles. Et Mmh. quelquefois, même lorsque j'utilisais mes béquilles, ça amenait confusion à l'employeur parce que des fois, lorsqu'on me voyait, on pensait que ma condition était temporaire. Et pourtant, D'accord. moi, en tant que personne, pour être autonome au meilleur de mes capacités, j'utilise mon fauteuil roulant. D'accord. Alors, au communautaire, c'était ce défi-là que j'avais un peu plus. Et j'ai aussi quelques emplois au secteur parapublic et fonction publique. Ici, j'ai eu accès à des accommodements avant le processus de recrutement. OK. L'étape, il y avait souvent des formulaires à remplir de politique pour accès à l'égalité et diversité et pour s'auto-divulguer en tant que personne en situation de handicap. Alors, lorsque je voyais que la mission concordait, je voyais les programmes qu'ils offraient dans l'entreprise, je remplissais le formulaire. Alors, D'accord. à ce niveau-là, lorsque je mentionnais mes besoins, qu'est-ce que j'ai eu droit comme service? C'est du temps supplémentaire, passation de tests via un ordinateur. Et OK. qu'est-ce que je pourrais dire? Ça devait être justifié. Alors, le fait que j'allais à l'université et il y avait un aide pédagogique sur mon dossier, tous ces éléments-là pouvaient être transmis. Si j'avais besoin de plus de détails lors des passations d'examen à ce niveau. D'accord. Merci, Issa. La question, elle a été abordée par Nadine d'une certaine manière, mais je pense que tu es la meilleure personne pour en parler. La question de l'autodévoilement dans le Oui. processus de recrutement. Toi, quand tu es plus avec des béquilles, ça peut être ambigu comme tu le disais, donc ça peut être une forme d'handicap invisible d'une certaine manière. Hem
Il y a des gens qui ont directement des handicaps, invisibles. C'est quoi ton expérience et sœur personnelle par rapport à ça et les choix que tu as faits et OK, pourquoi, à qui, à quel moment, l'autodévoilement dans le processus de OK. recrutement? Lorsque je suis convoquée à une entrevue, je ne fais pas d'autodévoilement, généralement. Ça veut dire, généralement, dans ma tête, j'en déduis que l'employeur a accroché à mon CV et veut me connaître davantage. Alors, lorsque on m'appelle pour me convoquer, je ne dis pas que je suis en situation de handicap, surtout dans le milieu communautaire. Et généralement, comme je vous ai dit auparavant, je fais mes recherches et si je peux accéder au lieu, j'y vais. Et de là, je rassure l'employeur, je fais mon entrevue comme il le faut et c'est ça. Mais pour le fonction publique et parapublique, là, s'il y a des formulaires à remplir, on voit souvent par exemple, dans le secteur bancaire, tu peux remplir des formulaires, Ouais, je le fais. Mais puisque j'ai eu plus d'expérience au communautaire, j'ai pas fait de l'autodévoilement, d'accord, non, généralement. parfait. Donc, les choix que tu as faits sont justifiés de ton point de vue. Tu le fais pas, pour une raison particulière parce que tu as vécu parce que avec toutes tes expériences, si tu veux, de recherche d'emploi, est-ce que ta posture a évolué, dans le temps par rapport à ça? Ou bien c'est une posture que tu avais déjà dès le départ, Issa? Ben, je pense que c'est dès le départ, mais quand j'ai été aussi accompagnée par des SMO, j'ai pu poser des questions aussi, puis je trouvais que, les gens me communiquaient, assez vite, puis j'arrivais à aller dans mes entrevues sans le mentionner. Puis c'est vraiment lors de l'entrevue, je rassure l'employeur, puis l'employeur, s'il y a des questions à me poser sur certaines tâches, je j'ai pas de problème à y répondre. Alors il faut se connaître aussi pour connaître ses limites et ses forces. Alors, moi, c'est un choix que j'ai choisi de faire, puis ça fonctionnait pour moi. Peut-être des personnes différentes, ils vont utiliser d'autres options. Oui, bien sûr, c'est ton expérience personnelle. Une chose importante qui a été un peu abordée par Nadine dans la question des CV, donc je le sais parce que tu m'en as parlé, tu as un parcours, relativement atypique. Heu, Comment les processus de recrutement peuvent justement, valoriser et prendre en compte, d'une façon adéquate justement des parcours comme le tien? Et ça, admettons, dans un CV, on voit qu'il peut y avoir une interruption suite à son handicap là, Mhm. comment tu vois ça, et ça? OK. Pour moi, de mon parcours professionnel, je sais que ça a commencé, tardivement dans le marché du travail, mais cela m'a pas empêché de contourner ces éléments par l'engagement social et professionnel, c'est-à-dire le bénévolat. Alors, c'est une activité gratifiante pour mon parcours. Alors, j'ai pu développer beaucoup de compétences comme rehausser ma confiance en moi, mettre des nouvelles compétences en profit dans des nouveaux milieux, me préparer pour le monde du travail, élargir mon réseau de contacts, développer mes nouvelles habiletés, Oui. des compétences transférables dans mes postes ultérieurs. Ça m'a aidé aussi dans mes aptitudes, tout le développement du savoir-être professionnel, à explorer des nouvelles options. C'est une opportunité, l'engagement, c'est une opportunité pour essayer différentes choses, rôles, secteurs, activités. Mmh. Alors, ça m'a même aussi permis de m'avancer dans mon carrière. Ça m'a permis de faire ma demande d'admissibilité à l'université. Alors, l'engagement socio-professionnel, si vous le voyez dans le CV, ce n'est pas à négliger selon moi. Et si je continue encore même dans cette rubrique-là, les intérêts, c'est une vitrine pour mettre de l'avant des compétences, mettre une bonne image positive de soi, des compétences professionnelles implicites qui peuvent coller avec les valeurs de l'entreprise. Ça peut être aussi, ça peut montrer aussi à le recruteur un côté, cerner la personnalité et les goûts du candidat. Oui. Et pour terminer, je pourrais dire aussi, je travaille beaucoup avec les immigrants aussi, l'expérience dans le pays d'origine. Ce n'est pas à banaliser. Les cours, les formations de perfectionnement enrichit le parcours professionnel. Et des fois, on commence des programmes non complétés, mais il y a des cours qui ont été réussis.
de ne pas négliger les cours qui ont été réussis parce que ça ajoute des compétences et des connaissances acquises dans le CV aussi. Alors, tout ce volet-là, moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. D'accord. C'est Non, les 1000 manières, il sert de développer des oui, compétences, en fait, oui, et des savoir-être aussi qui sont importants. Euh, le fait d'être une personne en situation de handicap, ça c'est important aussi comme réalité, racisée. mhm. Qu'est-ce que ça a changé pour ta recherche d'emploi, ta recherche de stage? Ben, je suis partagée pour cette Bien sûr, question-là. je t'en prie. Euh, Tout dépendant, parce que moi, personnellement, tout dépendant de ton environnement, le poste pour lequel que tu postules, le profil de l'entreprise, je fais allusion à correspondre ta personnalité avec le collègue, tout l'aspect intégration sociale dans le milieu de travail. Alors moi, je trouve que c'est important lorsque le candidat envoie son CV, est-ce que cette personne-là va fitter avec l'entreprise ou l'organisme, peu importe. Je confirme que quelquefois, c'est difficile euh, sur différents aspects, mais ça engendre des fois des situations de préjudice, de discrimination. Mais Oui. par exemple, il y a plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte que la personne soit traitée de manière différente. La couleur de peau, les croyances, même le nom de la personne. Oui, Alors, ce sujet-là est très subtil et sournois dans notre société. Alors, moi, qu'est-ce que je suggère? C'est qu'est-ce que je suggère et que j'ai appris tout au long en tant que rechercheuse d'emploi. Je crois que le changement se passe premièrement en soi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si la personne vit la discrimination, euh, elle doit apprendre à le communiquer de la bonne manière par rapport à celle-ci, développer comme une sorte de... Moi, c'est ça que j'ai appris à développer, une sorte de flexibilité psychologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de permettre de clarifier et valider cette situation qui est inconfortable. Si on vit la discrimination, de voir si c'est vraiment ça, tout en permettant à l'interlocuteur de prendre conscience, OK, il y a un malaise ou il y a un impasse là mhm, présentement. Alors, c'est une manière, en quelque sorte, de rééduquer pour diminuer ce phénomène. Pour conclure, moi, j'encouragerais, comme Mme Nadine l'a dit, les employeurs qui veulent faire, les employeurs qui veulent intégrer des personnes en situation de handicap, qui vont chercher de l'accompagnement pour mieux comprendre la diversité de mhm. main-d'œuvre, si c'est un défi dans leur entreprise. Bien sûr, un bon conseil. Qu'est-ce qui est justement, qui est dans les processus de recrutement que tu as vécu, Isser, qu'est-ce qui a été facilitant à la fois pour toi, mais aussi pour les employeurs avec qui tu as fait affaire? Qu'est-ce qui a aidé? Il y a 3 éléments que je pourrais mentionner. L'esprit Oui, d'ouverture et de la créativité. Dans le communautaire, c'est beaucoup ça qu'on a utilisé. Des fois, par exemple, dans l'infrastructure d'un établissement scolaire, l'extérieur, ça peut être accessible, mais arriver à l'intérieur, c'est des vieux infrastructures, c'est pas accessible vraiment. Alors, juste le fait de mettre les classes avec mes élèves au rez-de-chaussée ou d'avoir l'aide de mes collègues pour les déplacements de groupe dans l'école, ça m'a aidé. La capacité d'adaptation, que ce soit de mes collègues ou du superviseur ou des gens qui étaient en charge. Et mhm, je pourrais même mentionner la communication. La communication est importante parce que à partir de la communication, je peux dire mes besoins, puis eux autres, de leur côté, peuvent voir comment ils peuvent s'ajuster. Ça veut dire une collaboration avec l'employé et aussi les services d'accompagnement, parce que moi, présentement, dans le poste que je suis, présentement, il y a un SSMO qui m'a accompagné dans mhm. toute l'adaptation de mon poste. Alors, c'est une collaboration entre employeurs et employés, puis les organismes qui peuvent aider pour l'accompagnement. Puis, je pense qu'il s'agit aussi de sensibiliser, parce que des fois, les employeurs ne connaissent pas ces genres de services, de Bien sûr. ressources. C'est sensibiliser, éduquer et diriger l'employeur aussi dans des bonnes ressources pour accompagner dans le processus de recrutement et d'intégration d'une personne en situation de handicap. Je dis D'accord. l'employeur, mais ça peut être aussi le candidat qui ne connaît pas ses Je- ressources. C'est Alors, ça.
Alors, SSMO, c'est Service spécialisé de C'est-à-dire, main-d'œuvre, oui, personnes handicapées, c'est ça, pour les gens qui connaissent pas. Euh, Est-ce que tu as l'impression, avec la question de la pandémie, le contexte de pandémie, que le recrutement à distance change des choses pour les personnes en situation de handicap? Donc peut-être une dernière question, là-dessus. ben, je vais faire du pouce sur ce que ma collègue a dit. D'accord? Les entrevues vidéoconférences, je trouve que c'est un bon outil, puis je pense qu'on devrait le garder pour le télétravail aussi. Ça sauve du temps, ça sauve des fois, on a tous nos équipements chez soi pour l'entrevue. Comme je vous ai dit, moi, mon but, c'était de me rendre dans une entrevue sans obstacle. Des fois, ça peut sauver Ouais, du temps, l'horaire, le déplacement. On oublie souvent que les personnes en situation de handicap, on a un transport adapté. Il faut le réserver. On doit rester 1 heure sur les lieux aussi. Il y a beaucoup de choses que je trouve que pendant la pandémie, les outils qui s'est développés, je pense qu'on devrait garder quelques-uns, mais je peux aussi dire que c'est aussi important aussi d'avoir le contact humain aussi bien à ce sûr. niveau. Hybride. Oui, Merci, bien. Nissa. Euh, je suis enfin heureuse de passer la parole à Manon Poirier. Donc, rebonjour Manon. Bonjour Pascal. Alors, je vais aussi prendre 2 minutes pour une petite présentation de ton profil. Donc, comptant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des ressources humaines, donc Manon Poirier, CRHA, occupe depuis 2016 le poste de directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, après avoir été vice-présidente ressources humaines au YMCA du Québec. Femme engagée et très active au sein de la communauté, elle a la réputation de contribuer à faire émerger le meilleur des organisations et des équipes avec lesquelles elle travaille. Elle siège sur de nombreux comités où son expertise du monde du travail est largement mise à profit. Donc Manon Poirier est diplômée en droit, titulaire d'une maîtrise en sciences de l'administration et d'un DESS en gestion. Alors, peut-être une question d'introduction aussi, Manon, pour toi. Est-ce que la crise, tu la vois comme une opportunité particulière de recruter des personnes en situation de handicap ou plus de personnes en situation de handicap si on a déjà des employés avec ce profil? Je pense qu'il y a certains éléments présentement dans le contexte qui amènent à ce recrutement-là additionnel ou débuté pour les organisations qui n'ont pas embrassé ça encore. C'est sûr que dans la situation de la COVID qu'on a vécue, il y a beaucoup, ce qui ressort, c'est peut-être parce que je suis en ressources humaines, mais il y a beaucoup l'aspect humain, de bienveillance, d'ouverture qui ressort. On le sent beaucoup dans les organisations. Alors ça, si ça peut nous porter pour la suite, ben, tant mieux. Mais je dirais aussi que dans la trame de fond, ce qui est dans le discours depuis 1 an, outre la pandémie, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai comme un festival d'oiseaux devant ma fenêtre. Alors, je m'excuse. C'est le printemps. C'est un peu étrange, ils sont très vocales. C'est peut-être la saison des amours, je ne sais pas. Donc, voilà. Mais il y a aussi beaucoup de considérations et de discussions autour de la diversité de façon plus large. C'est sûr, quand on en parle sur la place publique, dans les médias, dans les organisations, on parle de toutes les formes de diversité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de diversité culturelle, mais je pense que cette trame de fond-là est un beau moment pour les organisations pour revoir leurs pratiques, reconnaître, comme Nadine l'identifier, la richesse de la diversité dans nos organisations. Mais je pense vraiment ce qui fait changer les choses, Pascal, et on se dirait souvent que ce soit par conviction personnelle au niveau de la diversité, que la créativité, l'innovation, mais vraiment ce qui a changé la donne dans les dernières années, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Je veux pas, quand les besoins d'affaires font que tes façons de recruter, les bassins auprès desquels tu recrutais, ça ne fonctionne pas, que tu dois refuser des contrats,
pour faire ou cesser de croire ton organisation, bien là, ça ouvre les esprits, donc par nécessité. Et on le voit depuis plusieurs années. Donc, on a vu des organisations re-questionner leur processus, leur façon de faire, essayer de connecter pour pouvoir embaucher des gens de la diversité, notamment des personnes en situation de handicap. Je pense que c'est vraiment le plus grand levier qu'on a vu dans les dernières années. Probablement plus que les autres considérations. On l'a vu dans la COVID, il y avait un manque de travailleurs essentiels, puis on a eu de belles opportunités pour des gens qui sont encore sous-représentés dans les milieux de travail. Donc, c'est souvent l'impératif d'affaires qui guide les décisions et les changements profonds dans les organisations. Y compris dans les processus RH, oui. Exactement, exactement. D'accord. Une question vraiment importante qui ne concerne pas juste le processus de recrutement, mais qui est aussi vraiment fondamentale dans le processus de recrutement, c'est la question des biais maintenant. Donc, à quel biais il faut donc être attentif justement, plus particulièrement dans les processus de recrutement Oui. Il y a un biais qui existe, puis c'est vraiment super intéressant sur la question des biais. Là, donc, c'est intellectuellement intéressant d'explorer parce qu'il y en a plusieurs dont on n'est pas conscient, mais il y a un biais qu'on connaît en recrutement, c'est la tendance aux gens d'embaucher des gens qui leur ressemblent. Donc, c'est un biais qui est inconscient. Donc, peu importe qui on est, on va embaucher des gens qui ont les mêmes attributs que nous. Donc, c'est le premier biais. Il y a le biais qu'on connaît dans l'entrevue de la première impression. On a beaucoup écrit là-dessus. Il y a beaucoup de sciences là-dessus. Donc, il demeure important et les gens doivent être formés pour aller plus loin que cette première impression-là. Mais c'est sûr que dans le cas des personnes en situation de handicap ou d'autres personnes, il y a aussi des stéréotypes. De croire qu'il n'y en a plus, c'est un peu de mettre la tête dans le sable, je crois. Il y a des stéréotypes qui perdurent par rapport au fait que si on embauche quelqu'un qui est en situation de handicap, ça va coûter plus cher. Les gens sont peut-être moins productifs, ils vont prendre plus de congés. Malheureusement, encore aujourd'hui, pour plusieurs organisations, recruteurs, ça reste ce stéréotype-là par rapport aux personnes en situation de handicap. Pourtant, quand on lit puis on s'attarde un peu puis on va valider les données, on se rend bien compte que ce sont des stéréotypes qui ne sont pas appuyés par des faits. Donc, ce n'est pas vrai que les accommodements coûtent cher. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissez les données, c'est au maximum. Des fois, il n'y en a pas du tout. Des fois, c'est 500 $, donc rien de démesuré. Insurmontable, oui. Effectivement, et les données sur l'absentéisme, sur la présence ne viennent pas confirmer ces stéréotypes-là, mais pour savoir ça, il faut s'informer, il faut aller vers l'information, il faut aller chercher l'information. Il existe aussi un phénomène qui beaucoup en recrutement que nous, on juge, c'est le prototype aussi. On a une espèce de prototype en tête de la personne idéale qui devrait combler tel poste. Et pour ça, les organisations manquent encore un peu d'agilité ou de flexibilité. Ça se concrétise au moment que Nadine évoquait, notamment donc au niveau de la description de poste. Donc souvent, je ne sais pas si vous lisez souvent les descriptions de poste, moi j'en ai vu plein. Il faut vraiment que la personne ait toutes les qualités du monde, puisse marcher sur l'eau aussi idéalement, ça serait extra. Donc, il y a une attente déraisonnable des employeurs dans les descriptions de poste. Moi, je ne connais pas personne souvent qui est capable de rencontrer toutes les exigences. Il y a une conversation présentement sur le bilinguisme et les exigences, mais on le voit, on le constate, nous, que systématiquement, les employeurs vont mettre l'exigence du bilinguisme. C'est un exemple qui n'a rien à voir avec le sujet aujourd'hui, mais c'est le même réflexe de vouloir ce candidat idéal et de même pas avoir été capable parfois d'identifier ce qui fait vraiment le succès dans un poste. Alors que donc oui, bien sûr, quand on regarde les descriptions de poste, il faut regarder le vocabulaire, il faut qu'il soit neutre, mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour avoir du succès dans ce poste-là? Et c'est un exercice qui servirait, qui ouvrirait les portes aux gens en situation de handicap, mais qui en fait servirait l'ensemble des gens qui appliquent pour un poste. Le deuxième moment, bien sûr, c'est le recrutement. Alors, de comment de biais il peut y en avoir. Donc, il peut y en avoir dans la description de poste, il peut y en avoir au niveau de nos sources de recrutement, nos façons de recruter, de publiciser. Alors, si on a toujours les mêmes réseaux, si on ne se réinvente pas, les technologies nous ont ouvert des portes depuis plusieurs années. Donc, les médias sociaux
ont changé la vitrine du recrutement, mais comment on les utilise, quel groupe et tout ça, c'est beaucoup plus facile que ce l'était avant en utilisant ces médias sociaux-là. Et comme organisation, est-ce qu'on est capable de rejoindre des gens? Et si on ne peut pas ne faire que du recrutement sur les médias sociaux non plus, alors il faut vraiment varier et s'assurer qu'on n'a pas de biais en ne visant qu'un type de profil. Donc, il faut réfléchir à où on diffuse l'information. Puis finalement, le troisième moment, bien sûr, bien évidemment, parce que les biais, c'est lors du processus, de tout le processus d'entrevue, de sélection, le type d'exigence, le type de questions, le type de tests qu'on fait passer aux gens. C'est un autre moment où on peut involontairement voir qu'il y a certains biais dans les processus. Moi, j'ai vu beaucoup d'organisations qu'on côtoie à l'ORM qui sont très affirmatifs par rapport à la diversité, leur volonté de recruter, d'intégrer, d'être inclusif. Et on a fait des processus avec eux pour regarder leur processus de sélection d'entrevue. Et c'était truffé d'éléments inconscients pour ces gens-là de dire, ben, telle exigence, tel test que tu fais passer, tu annonces au candidat d'emblée qu'il y aura un test écrit sans poser de questions et tout ça. Donc, la personne qui a une problématique de dyslexie ou quoi que ce soit, quel message tu lui envoies en disant « faut absolument que tu passes un test écrit pour te rendre au bon pas. Sans le vouloir, ben déjà, on vient peut-être de décourager certaines personnes. Oui, c'est d'exclure. Donc, les biais, ils sont là. Donc, il faut former les gens, être sensibilisés à ça, être honnête avec nous-mêmes comme recruteurs, se connaître, se challenger, puis aller chercher le plus d'informations possible pour éliminer ces biais-là. Qui sont là même quand on ne le souhaite pas. Bien sûr, c'est la définition même des biais. Ouais. Si on met l'accent davantage sur l'entrevue, hein, qui est, c'est sûr que la présélection des CV, on l'a compris, c'est une étape parfois infranchissable pour certains candidates et candidats en situation de handicap, mais mettons l'accent plus sur la question de l'entrevue. Peux-tu nous parler de bonnes pratiques d'une façon concrète, Manon, par exemple, en lien avec les entrevues d'embauche par rapport à des candidatures donc, en situation de handicap? Oui. Ben, j'ai goût de tout de suite, Pascal. Il y a quelques petits trucs, des choses que je trouve très, très bien. Sûr, Il y a plusieurs organisations qui le font, mais je pense que dans les bonnes pratiques ou les approches, c'est souvent la question de si c'est un handicap qui est donc visuellement, donc il y a les handicaps, les situations de handicap invisibles, mais si visuellement, je le vois, il y a beaucoup d'employeurs qui hésitent à aborder la question, sont très mal à l'aise par rapport à ça. Puis nous, notre posture là-dedans, je pense que Nadine faisait écho aussi, c'est bien sûr toujours en lien avec les tâches, donc de demander ou de permettre à la personne de venir s'exprimer sur est-ce que cette tâche-là représente un enjeu. Puis, parce que souvent, la difficulté, c'est que si moi, je ne vis pas ces situations-là, je ne connais pas tous les mécanismes que les gens ont développés pour s'assurer de pouvoir faire leurs tâches. Il y a des choses sympathiques que les gens font, mais je pense que fondamentalement, si on veut changer la pratique, c'est de se donner le droit, toujours dans le respect des gens, d'aborder quand c'est quelque chose qu'on peut voir, de trouver de façon légale d'aborder pour permettre à la personne de venir expliquer comment la personne, quel accommodement, quel truc elle a développé, tout ça. Et pour ne pas faire le cheminement une fois que la personne est partie, quand je décide si j'embauche ou pas, de se dire « Ah, elle ne sera pas capable. Elle ne sera pas capable. » Donc, si je suis mal à l'aise de poser la question et je ne pose pas la question, je n'ai pas la réponse, bien, je reste avec mon impression que ça va être un enjeu et tout ça. Donc, je pense que c'est les organisations qui réussissent à avoir ces conversations-là, bien sûr, dans le respect des droits. Des bons trucs que j'ai vus, ce que je trouve des organisations, Pascal, qui ont vraiment pris ça, sont partis un peu de zéro en ne sachant pas trop comment se prendre. Se sont tournés vers leurs employés à l'interne. Puis des fois, je trouve qu'on sous-estime ce pouvoir-là, c'est-à-dire qu'on explique ce qu'on veut faire, qu'on veut améliorer nos processus de recrutement, qu'on veut intégrer plus de gens issus de la diversité, des gens en situation de handicap.
Et j'ai vu des organisations demander aux employés de venir déclarer si c'était un handicap qui n'était pas encore visible ou même qu'on ne connaissait pas. Ça fait souvent des gens qui ça fait longtemps qu'ils travaillent avec nous et on ne sait pas. Et on a demandé à ces gens-là de travailler avec nous dans les organisations pour regarder les processus, pour regarder tout le reste, bien sûr, de la vie d'employé. Mais parce qu'on parle du recrutement, c'est pas une analyse scientifique, mais dans les exemples qu'on a vus à l'heure, parce qu'il y a sûrement de la recherche là-dessus, je trouve que souvent, c'est ces organisations-là qui ont connu plus de succès parce qu'ils venaient envoyer un message fort, ils sont allés chercher des gens à l'interne qui avaient une compréhension qu'ils pouvaient partager. Donc, je pense que c'est dans la bonne approche, les bonnes pratiques, ça serait de mobiliser les employés qui le veulent bien à l'interne pour nous aider à mettre des processus en place. Sinon, des petits trucs sympathiques, en fait, que ce matin, par hasard, quelqu'un avec qui je discutais qui disait, ben, nous, depuis un certain temps, on envoie les questions d'entrevue à l'avance. Ce qui est comme un espèce de paradigme bizarre pour des recruteurs. Ouais. Voyons donc, je vais envoyer les questions à l'avance, mais pourquoi? Tu n'es pas là pour piéger les gens. Donc, envoyer les questions à l'avance. Je pense qu'on vient s'adresser à des gens d'une certaine diversité, donc et juste de pouvoir aussi se préparer. C'est des petites perles comme ça, je trouve, puis c'est drôle le timing de ce matin en me disant, bien, c'est des employeurs qui ont mis les mécanismes simples en place. De toute façon, ta structure d'entrevue, tu les connais, tes questions, c'est important de respecter le même canevas d'entrevue, donc pourquoi pas les partager et peut-être ainsi là, adresser des enjeux au niveau de la diversité, puis d'aider tes candidats à performer. Donc, c'est juste un petit exemple. N'oublions pas les objectifs. Après les moyens, on peut en discuter, justement. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est sûr qu'on parle du point de vue d'une grande entreprise avec certains processus de recrutement. On connaît le tissu économique au Québec. C'est un tissu de petites et moyennes entreprises. Donc, ça serait quoi, quel conseil tu donnerais si une petite et moyenne entreprise veut faire un bon qualitatif pour rendre son chose à faire en quelque sorte, Manon? Oui, bien là, je vais faire écho à mes deux collègues précédemment. Je pense que de travailler avec les organismes, les belles histoires à succès, souvent, c'est organisme qui peut m'aider juste pour partir la machine. Puis, donc, ce serait une chose, des trucs simples ou faciles. Juste, on a parlé des billets tantôt, Pascal. Tu sais, moi, je connais beaucoup de PME, ils font les entrevues une personne. Donc, ça a l'air un peu anodin, mais à 2 personnes, avoir de la formation puis avoir des fiches réflexives. Après qu'on voit le candidat, oui, OK, on a vérifié les trucs techniques et tout ça, mais est-ce que de se poser la question comme recruteur puis d'en discuter, est-ce qu'il y a des questions qui ne sont pas encore répondues? Est-ce que j'ai des craintes? Est-ce que la raison pour laquelle je ne pense pas que garder cette candidature-là pourrait être liée à une situation de handicap? Donc, juste un petit document, donc une fois une formation, petit document pour s'aider à réfléchir, faire des entrevues à 2, jamais tout seul, autant que faire se peut pour s'assurer qu'on réduit ses billets. Ce sont des choses simples. Oui, bien sûr, tout ce qu'on a dit avant, là, travailler sur les descriptions et tout ce que j'ai dit avant, mais demain matin, une PME qui veut se lancer, je pense, c'est d'aller voir ce que son réseau fait, donc d'autres organisations. Les gens sont heureux d'en parler. Moi, je ne connais pas personne que tu appelles dans une autre organisation. Tu dis, ah, j'ai su que vous avez vraiment, vous êtes très, très ouvert à la diversité, vous avez des beaux progrès, qu'est-ce que vous faites? Je peux t'en parler? Moi, je ne connais pas personne qui refuse. Hein. Les gens sont toujours heureux de parler de ce qu'ils font. Alors, pourquoi pas aller chercher nos pairs, nos compétiteurs, voir qu'est-ce qu'ils font aussi, juste poser les questions et les organismes qui peuvent soutenir. Ce serait la première chose que je dirais ce serait la bonne voie à suivre. D'accord. L'accompagnement et par les pairs aussi, par des ressources spécialisées et par les pairs. Une dernière question peut-être par rapport à ton intervention. Donc, on est aussi, comme on en discutait avec Fisher, là, dans du recrutement à distance. Qu'est-ce que, de ton point de vue, ça change pour des candidatures donc en situation de handicap, Manon? Bien, je pense que ce qu'on décrivait de facilité pour tout le monde, le télétravail et tout ça, donc ça, c'est intéressant parce que tout ce que tu décrivais, mon Dieu, d'aller faire l'enquête, faire ton enquête, puis dire, tout mon chemin, puis tu dis, oh mon Dieu, ben oui, c'est... donc, je pense que oui, ça rend une certaine rencontre plus accessible, plus simple.
Ça revient à la question que tu posais plus tôt sur est-ce qu'on doit dévoiler dans un processus, dans les bonnes pratiques. Nous, on encourage bien sûr les organisations, tu faisais référence à des formulaires, ça n'a pas besoin d'être des formulaires, mais poser la question quand on invite un candidat en entrevue, je reviens au télétravail, et de dire est-ce que quoi que ce soit qu'on peut faire pour rendre votre expérience optimale, c'est une bonne pratique. La même chose quand on va offrir le poste, on bien sûr aborder la question des accommodements. Mais moi, la question que j'ai de quelqu'un de proche, et tu me la posais, Pascal, c'est je suis à la maison, je fais l'entrevue, je suis en fauteuil roulant, personne ne le voit, personne ne le sait. Est-ce que j'en parle si on ne me pose pas la question? C'est le grand dilemme. Puis je pense que chacun fait ses choix. Donc, si un employeur a un processus où on pose des questions qui sont adéquates, on questionne s'il y a des enjeux par rapport à la réalisation des tâches, bien, on noue cette conversation-là. On essaie de créer un espace où les gens se sentent à l'aise de partager ça. Et je pense que si les deux parties sont claires, il n'y a pas d'élément par la suite de surprise ou d'étonnement. La même question se pose quand moi, j'ai quelqu'un que je connais qui est enceinte, qui est en recherche d'emploi, est enceinte de 6 mois, personne ne le sait, elle fait des entrevues, est-ce qu'elle doit le dévoiler? Je pense que c'est l'élément de surprise. Donc, l'employeur a ses devoirs à faire pour ouvrir la porte à ça, mais je pense que l'idéal, c'est le dialogue pour qu'après ça, l'intégration et tout ça se passe bien, puis de permettre à chacun d'être prêt pour l'entrée en poste. D'accord. Merci, merci Manon. Donc, on arrive déjà à la période de questions. On va essayer de compléter un peu vos interventions par les questions des participants. Une première question très courte, Nadine, tu as parlé parce que on est dans l'entre-nous, donc on utilise des acronymes et tout ça, toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément intelligibles à des gens extérieurs au milieu. Donc, c'est quoi le nom de la ressource de support? Tu parlais de l'accompagnement, Nadine. Peux-tu le redire d'une façon rapide là-dessus? L'accompagnement que nous avons eu avec l'organisme ROSEF. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ROSEPH. D'accord. ROSEF. Voilà. Et je mettrai le lien dans la documentation complémentaire là. Donc, de quelle façon recommandez-vous qu'on approche une personne handicapée pour valider ses besoins en entrevue ou lors de l'embauche, par exemple? Nadine, si tu veux partir là-dessus. Oui, je pense que Manon, elle en a parlé vraiment, c'est d'ouvrir la porte avec une question qui est une question quand même assez générale pour pas mettre la personne mal à l'aise de est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer votre expérience de candidat? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous voudriez nous partager? Encore une fois, c'est vraiment, comme disait Manon, pour améliorer l'expérience du candidat et pour s'assurer comme équipe de recrutement qu'on a couvert tous les points au même titre que les autres points. Ça fait partie d'un réflexe en fait dans notre processus de recrutement. Et le choix de répondre par l'affirmative ou non est complètement individuel et respecté, bien sûr. D'accord. Je vais poser, tu as parlé des gestionnaires, Nadine, mais je vais plus poser la question à Manon des gestionnaires. Donc, comment les convaincre, les gestionnaires clients, ça c'est un terme que vous devez bien connaître en RH, à l'interne, les clients à l'interne, de considérer les personnes handicapées. Donc, les participants demandent si vous avez des idées à leur partager là-dessus. Manon, si tu veux commencer à répondre à cette question. Oui. Je pense que s'il n'y a pas d'impératif d'affaires, parce que si je reviens un peu à ce que je disais d'entrée de jeu, où nous, on a vu des changements de comportement, c'est quand on a de la difficulté à recruter parce qu'on est toujours dans les mêmes bassins, je pense que l'argument se fait rapidement. Donc, de dire, si on recrute, on a des gens en situation de handicap, on connaît les taux d'emploi, donc il y a un écart par rapport. Donc, il y a un bassin là de talents extraordinaires qu'on pourrait aller chercher.
Donc, je pense que si l'argument si on voit qu'on n'est pas capable de combler des postes, je pense que l'argument d'affaires va jouer. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes dans une industrie très, très privilégiée qui ne connaît pas la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr qu'il faut que je pense qu'en toute honnêteté, si la haute direction n'embarque pas là-dedans, ça va être beaucoup plus difficile pour les gens d'ARH de porter ça très, très haut, très, très fort. Alors, je pense, et c'est démontré, encore une fois, je pense qu'il y a une trame de fond d'ouverture à la diversité. Il y a des attentes des employés de plus en plus sur être pour un employeur modèle. Les gens sont fiers quand ils travaillent pour une organisation qui fait preuve d'ouverture à la diversité. Fait qu'il y a quelque chose, donc, il y a quelque chose même si on n'a pas la conviction profonde des gens, parce que ça arrive des fois sur cette ouverture-là, ben c'est une question de nos employés s'attendent à ça maintenant. Fait que tu ne peux pas passer à côté de ça. Donc, je pense que ça, c'est un élément. Et bien sûr, la recherche démontre, et là, si vous avez un dirigeant qui est très scientifique et qui aime les chiffres, la recherche démontre, bien sûr, l'apport de la diversité sous toutes ses formes sur l'innovation. Donc, c'est démontrer que cette innovation, et toutes les organisations que je connais aujourd'hui, ils veulent toutes être les plus innovantes. Alors, la diversité est clairement un des facteurs, et c'est démontré de façon scientifique. Donc, la diversité égale plus d'innovation, donc plus de parts de marché. On a vu au début, je pense que la diversité est arrivée de façon plus, sous toutes ses formes dans les organisations, quand aussi au niveau encore des impératifs d'affaires, quand on a vu quand on a des services à la clientèle, les organisations qui avaient un service à la clientèle directe ont vite compris que plus il y avait une main-d'œuvre diversifiée, plus ils attiraient de nouveaux clients. Encore une fois, on était sur des impératifs d'affaires. Donc c'est 4 pistes probablement pour essayer de convaincre. Mais aujourd'hui, en 2021, passer à côté de l'ouverture à la diversité, heureusement, on est à ce moment-là de notre histoire de société pour dire que c'est rendu un incontournable. D'accord. Une question que je vais adresser à Hisser, mais tout le monde pourrait y répondre. Quelqu'un dit que la personne indique qu'elle a un certain malaise par rapport à la question du dévoilement de la situation de handicap avant d'avoir une promesse d'embauche, avec une vision plus aussi légale sur cet aspect-là. Donc, Hisser, comment je pense que tu es vraiment la bonne personne aussi pour parler de ça, là. Mais tout dépendant de la personne, si l'handicap est visible ou pas. Et comme je l'ai dit dans mon discours, le savoir, se connaître ses forces et ses limites. Si la personne, elle veut s'assurer d'avoir vraiment le oui pour en parler, c'est son choix. Mais moi, je pense, comme Manon l'a clairement dit tantôt, c'est lors de l'entrevue, c'est si tu te sens à l'aise et confortable, d'être transparent. Autant l'employeur que l'employé, c'est que si l'employeur voit une personne en situation d'handicap qui n'a pas été confirmée, c'est juste poser des questions sans préjudice, sans discrimination, en disant, on donne une mise en situation, comment tu penses accomplir cette tâche, sans parler de l'handicap. Peut-être la personne va vous sortir des affaires très surprenantes. J'utilise un système vocal pour une personne avec une déficience visuelle. Je le fais de telle façon. Alors, les gens qui postulent généralement, qui sont en situation de handicap, soit qu'ils ont la formation ou ils maîtrisent leur domaine. Alors, c'est vraiment d'aller vers l'échange, la communication, puis de ne pas partir avec des points d'interrogation dans chaque côté. Puis la personne doit se sentir à l'aise d'en parler. C'est pour ça que je dis se connaître davantage et le savoir-être professionnel, autant chez le candidat que chez l'employeur. Parce que comme Manon l'a dit, il y a des gens qui vont dire, je ne vais pas prendre un candidat parce que j'ai omis de poser telle question, je me demande comment elle va le faire. Alors, moi, je pense que tout part de la communication, puis si la personne se sent à l'aise d'en parler aussi. Mais pour répondre à la personne qui a posé la question, c'est libre à cette personne. Mais en bout de ligne, dans le processus, dans l'intégration, dans le maintien, on n'aura pas le choix d'en parler à un moment donné. Alors, c'est ça. D'accord. Nadine et Manon, est-ce que vous voulez compléter par rapport à ça? Nadine, est-ce que tu veux compléter? Je rejoins complètement ce qui a été dit, puis c'est d'où l'importance de revenir à ce climat de confiance et de
reposer des questions tout au long du processus de recrutement et pas juste au tout début dans des questions de présélection, mais qu'aussi avec les managers, le travail qui fait pour que la question soit posée lors des entrevues s'il y a justement des tâches à accomplir ou des tests pour qu'on puisse accompagner. En fait, on est vraiment dans l'accompagnement ici. Donc vraiment important de garder ce lien de confiance tout au long du processus de recrutement. Manon, est-ce que tu veux compléter là-dessus pour terminer? Peut-être brièvement, puis je comprends tellement la question, puis c'est vrai que c'est au choix de l'individu ultimement là, de dévoiler, puis tant qu'on n'a pas l'offre, je comprends, mais d'un autre côté, puis il y a des organisations, la plupart des organisations que je connais, en fait, sont tellement conscients, ils marchent tellement sur des œufs, beaucoup trop. Fait que je connais peu d'employeurs dignes de ce nom qui, quand on leur dévoile leur handicap, qui vont mettre de côté la personne. Mais je comprends les réticences, puis je comprends les statistiques. Je sais que je ne veux pas nier que ça existe, mais la plupart des employeurs qui se respectent, ils vont tout à fait, en fait, accueillir ça, puis dire, qu'est-ce qu'on va faire, puis voici, puis travailler. Puis de toute façon, est-ce qu'on voudrait avoir la job chez un employeur qui, une fois qu'il allait vous offrir l'emploi, mais là, finalement, il décide de non à cause d'un handicap parce qu'on a le goût de travailler pour un employeur comme ça? On est bien sûr dans un contexte où les opportunités, elles sont là. On n'est pas dans un contexte de haut taux de chômage. Donc, je comprends l'hésitation, le choix appartient intimement, mais je pense qu'on ne sert pas nécessairement la cause entre employeurs et futurs employés de ne pas avoir la conversation telle qu'on l'a expliqué plus tôt. Avec des balises aussi. Oui, bien sûr, toujours. Il faut que ça soit pertinent par rapport au poste, par rapport aux tâches, toujours, clairement. Oui, c'est ça. Deux questions qui se ressemblent, qui concernent l'accompagnement. Donc, la question des organismes. Je veux juste dire aux participants qu'on va bien sûr compléter le webinaire par des références à des ressources spécialisées. Donc, on va le faire. Mais il y a une autre question, c'est peut-être Nadine, est-ce que les employeurs vont favoriser un candidat qui fait ses démarches avec un conseiller justement accompagné par une ressource spécialisée par rapport à un candidat qui fait ses démarches tout seul? Ma question, elle est très franche, elle est non. Il n'y a pas de favoritisme, de discrimination dans ce niveau-là aussi, parce que ça pourrait être de la discrimination. Donc, absolument pas. Les employeurs, c'est à eux de chercher le support quand il y a besoin. Donc, c'est pas forcément juste au candidat de venir avec des solutions toutes trouvées. Et donc, de ce fait, réponse très, très claire, non, il n'y a pas de… D'accord. Question claire, réponse claire. Exact. Bon. Écoutez, on pourrait, je pense, discuter de ces questions-là. On est toutes passionnées par ça très longtemps, mais on va terminer ce webinaire pour aujourd'hui. Je vous remercie à nouveau chaleureusement toutes les trois là pour vos éclairages, vos interventions, vos réflexions. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore comment dire, définitives là. Il y a des pistes de réflexion, les choses sont complexes, donc je n'entends pas qu'on a répondu d'une façon définitive à certaines affaires. Pour les participants, vous allez recevoir une évaluation importante pour nous. On est dans un processus d'amélioration continue aussi pour nos activités virtuelles. Donc, le webinaire est enregistré pour être rediffusé ultérieurement. Vous recevrez dans les prochaines semaines un courriel avec la vidéo jointe, puis des ressources complémentaires comme je viens de vous l'indiquer. Et puis, enfin, pour terminer, je vous rappelle que c'est une série de webinaires que nous faisons sur la main-d'œuvre en situation de handicap. Donc, c'est le deuxième d'une série de 4 en 2021. Et nous avons déjà prévu d'en faire un à l'automne 2021, donc qui portera plus
sur la suite des choses, c'est-à-dire la question de l'accueil et de l'intégration des personnes en situation de handicap, qui est aussi, bien sûr, une question vraiment importante. Alors, en attendant, je vous remercie énormément, mesdames. Je vous remercie aussi les participants d'avoir assisté à ce webinaire. Puis, je vous souhaite un bel été, un très bel été déconfiné. On voulait dire le mot depuis longtemps. Donc, merci beaucoup. Et puis, bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.